développer la compétence à s'orienter, et ça tout au long de la vie. Et tout au long de la vie, on va être appelé à s'adapter, à chercher. Il faut être bon à savoir, à se questionner. Coudon, là, j'ai fait un bout de carrière, j'ai fait un bout de programme d'études. Est-ce que je suis encore à jour? Est-ce que je suis vraiment dans les bonnes compétences que je dois acquérir? Le marché du travail va de plus en plus vite, puis ça va être souvent ça qu'on va être appelé à faire dans l'avenir. Puis quand je dis se former, ça va être autant se former par les institutions scolaires qu'apprendre à se former par différents moyens informels, technologiques, là, auxquels on va de plus en plus avoir accès. Donc, l'orientation n'est plus une décision unique, c'est une compétence à développer et ce, tout au long de la vie. Donc, tout au long de la vie, on va être appelé à analyser la situation, s'analyser soi-même. On va être appelé à explorer les changements, explorer ses propres besoins. Donc, le monde bouge et nous aussi, on bouge comme individus. Pas juste vos enfants. Si la plupart d'entre vous, je suis certain que si je m'arrêtais à discuter avec vous, vous pourriez me parler de ce qui est différent à ce moment-ci de votre vie, ce qui a changé. Il y en a peut-être parmi vous qui ont l'impression d'avoir fait le tour du domaine dans lequel ils travaillent, ils aimeraient explorer autre chose. Donc, vous voyez, ça bouge en dedans, puis vous voyez bien qu'autour de vous, le marché du travail évolue aussi. Ça va être la même chose pour votre enfant. On reste quelques instants encore dans les préoccupations parentales parce que ça va aider à mettre la table pour la suite. Donc, les préoccupations souvent qu'il y a à l'adolescence ou l'entrée des jeunes dans l'âge adulte en tant que parent, c'est que son enfant peut manquer de motivation, la procrastination, les jeux vidéo qui prennent beaucoup de place et qui sont souvent une stratégie d'évitement ou de régulation de stress là, pour beaucoup de jeunes. C'est une façon de s'évader, de moins ressentir là, du stress, parfois de l'anxiété. Et les résultats scolaires aussi qui peuvent être plus ou moins au rendez-vous. À l'entrée dans l'âge adulte, souvent, quand je dis âge adulte, là, c'est que je parle, mettons, à 18, 21, 23 ans. Donc, cégep, université, ça va être souvent les changements de programme, les abandons, euh, les allers-retours à la maison, se sentir un petit peu perdu. C'est pas comme ça pour tous les jeunes, mais c'est présent chez plusieurs. Et comme parents, ça peut évidemment nous inquiéter. Donc, on peut se demander, c'est-tu normal? Est-ce que mon enfant est en échec? Est-ce qu'il veut un échec présentement? Est-ce que moi, comme parent, j'ai raté quelque chose? Je devrais-tu pousser? Je devrais-tu lâcher prise? Fait qu'on se questionne. Je vous parle de l'indécision. L'indécision, on a tendance à voir ça comme en opposition avec le fait d'être décidé. Au niveau de la langue, c'est le cas, un est le contraire de l'autre, mais psychologiquement, ce n'est pas le cas. L'indécision fait partie de la décision. Donc, autrement dit, si une personne prend une décision sans vivre d'indécision, soit que la personne, c'est pas une décision parce qu'elle a juste fait un choix logique pour elle, ou encore elle a peut-être fait un choix un peu trop rapide en esquivant certaines choses qu'elle aurait dû voir plus en profondeur. L'indécision, c'est souvent lié au fait qu'on peut se questionner sur deux ou trois options de carrière. Ça peut être lié avec le fait que on a besoin encore de préciser quelque chose. Donc, quand il y a de l'indécision, il y a quand même un mouvement qui se fait chez la personne. Donc, comme on mentionne en bas, c'est souvent le signe que le jeune cherche à aligner quelque chose de plus profond. C'est quoi des attitudes et des comportements de base? Puis on va revenir plus tard sur d'autres petits trucs là, que je vais vous proposer. C'est quoi des attitudes, des comportements de base qu'on peut adopter comme parents? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Là, je sors mon petit chapeau de professeur, là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait dans la littérature scientifique à ce propos-là? Bien, c'est l'important de baisser la pression parce que s'orienter, c'est anxiogène. Euh, on s'oriente pas au 1er avril, au 1er mai ou quand ça nous tente. Le système est fait qu'on fait des choix au 1er mars. Donc, ça fait beaucoup de pression chez le jeune. Mettez-vous aussi dans la tête souvent chez un jeune adolescent, il ne connaît pas le marché du travail. Il sait que ça s'en vient. Il sait que c'est la vie adulte qui s'en vient. Un peu comme un tapis roulant, il sait qu'il ne peut pas reculer, que ça continue à avancer. Il aimerait ça. Certaines personnes aimeraient ça rester à la même place, mais ça avance. D'autres ont hâte d'avancer. Notre rôle, ça va être de baisser la pression. Écoutez d'abord. Donc, autrement dit, essayez. Parce que des fois, de bonne volonté,
on veut donner à notre enfant les directions parce qu'on le sait, parce qu'on le connaît, parce qu'on a le goût de dire ce qu'on pense. Prenez l'habitude de l'écouter parce que quand vous permettez à votre enfant de parler, de sortir des mots, ben lui, il s'écoute parler. Et si vous prenez le temps de l'écouter, de rebondir sur ce qu'il a dit, ben ça crée une relation et ça crée une confiance. L'autre élément, essayez d'éviter de ne pas le comparer aux autres enfants. Comme de dire, par exemple, ton ami, lui, il le sait ce qu'il veut faire, ou attends, c'est ajouter une pression supplémentaire que de tomber dans la comparaison. L'adolescence, c'est une lutte constante de être capable de prendre sa place, puis on est déjà dans un environnement où on est toujours en train de se comparer aux autres. Donc, essayez de ne pas embarquer dans le jeu. Remplacer les tu vas faire quoi plus tard par qu'est-ce qui t'intéresse ces temps-ci? Donc, cette question-là vous amène à déplacer chez lui la pression de qu'il puisse, la pression de dire qu'il faut que je sache tout de suite ce que je veux faire plus tard et que je sois clair et que j'ai un discours cohérent là-dessus, versus là, on est dans un échange puis on s'intéresse à dire mon parent, il m'aide à réfléchir, à mettre à partir de ce que j'aime maintenant, puis de là, on va pouvoir construire peut-être quelque chose vers ce que je pourrais aimer plus tard. Lorsque vous êtes en échange avec votre enfant, prenez l'habitude de nommer les forces que vous voyez vraiment chez lui et valorisez l'effort plus que le résultat. Je reviens sur les forces. Plutôt que focaliser sur les métiers, prenez l'habitude, lorsque vous observez quelque chose de lui, d'elle, de lui refléter. Vous le voyez dans une situation avec des amis où il semble très à l'aise, où il semble jouer un certain rôle dans le groupe. Reflétez-lui. Hey, dans ta gang, là, t'es pas mal. T'attires beaucoup de gens autour de toi. Hein? C'est une force chez toi. Ou encore, dans ta gang, je vois souvent, on vient vers toi pour te parler. Je nomme ça comme exemple. Ça pourrait être aussi une tâche manuelle. Ça pourrait être hey, au niveau dans des trucs mécaniques, là. Tu t'en tires pas mal, hein? Tu t'es pas mal amélioré dernier temps en travaillant avec ton père, avec ton oncle, etc. Ça, même si l'enfant ne vous donne pas un retour là, complet, complexe, il l'entend, ça rentre à l'intérieur. Donc, ça, c'est une façon de construire. Proposer une petite exploration simple. Donc, si vous avez au travail tu sais, au travail, vous avez des collègues, vous avez des amis. Ces amis-là connaissent des gens. Parlez à vos collègues là, euh, intéressez-vous à savoir qui connaît qui comme profession, puis si votre enfant s'intéresse à quelque chose, essayez de lui faire rencontrer quelqu'un, seul ou avec vous, que ce soit une occasion d'échange, parce que parfois, les gens qui exercent un métier ont évidemment une plus grande crédibilité que nous, comme parents, qui parlent de ce métier-là. Et même d'un conseiller d'orientation va souvent avoir moins de crédibilité que la personne qui exerce le métier tel quel, parce que quand on parle de notre métier, on en parle en termes de tâches, mais en termes de contexte, en termes de nuances, ça l'aide à s'identifier. Soyez un point, en résumé, calme et rassurant. Et ça, c'est pas toujours facile parce que des fois, on a hâte qui se décide. Des fois, nous, on le voit le chemin, là, qui serait le bon chemin. Mais malheureusement, c'est plus le temps de votre choix personnel, c'est celui de votre enfant. Donc, vous devez apprendre à comment je peux être aidant en étant autour d'elle, autour de lui, sans trop l'influencer. On entre maintenant dans la deuxième partie là, de la présentation. Est-ce que mon enfant, ça devrait être, il serait mieux dans un programme de formation professionnelle, de formation collégiale, de formation universitaire? Donc, quelle option d'études privilégiée pour votre enfant? Je vous vends un punch tout de suite, là. J'ai pas une réponse fixe. À ma question, je vais vous amener des questions pour vous, pour mieux vous aider par rapport à ça. Je les ai répartis sous forme de 5 conseils. Le premier, et là, je remets mon chapeau de professeur, je vais vous parler du concept de congruence, qui est assez simple. Donc, conseil 1, s'orienter est une question de congruence. S'il y a une chose qu'on sait dans le domaine de l'orientation et du travail, c'est que les individus ont des personnalités et
les métiers exercés dans certains types d'organisations, certains secteurs d'activité ont également une personnalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme individu, j'ai des intérêts, ce que j'aime, j'ai des valeurs, ce à quoi j'accorde de l'importance, j'ai des aptitudes, ce dans quoi je suis plus ou moins habile, et j'ai des traits de personnalité, donc ce qui me qualifie comme personne, mes qualités, mes caractéristiques. Les emplois aussi ont des personnalités. Par exemple, si quelqu'un veut devenir charpentier-menuisier, ben, par défaut, on peut déjà voir cette personne, ce métier-là, ça vient souvent avec quel type d'intérêt, c'est quoi qu'on peut valoriser davantage que d'autres choses, les aptitudes. Donc, on sait que plus forte est la congruence entre mes traits de personnalité et ceux de la profession, plus grande est la satisfaction de vie au travail. Satisfaction de vie, ici, j'entends bien-être, plaisir, sens, baisse de stress dans la vie et le sentiment que son travail, c'est pas un travail, c'est une façon de s'exprimer personnellement. C'est la meilleure façon là, de vivre son travail. Je vous nomme une typologie, par exemple. Je vous mets des questions, puis que je vous mets à l'écran, puis déjà, vous pourriez vous poser la question, est-ce que mon enfant, il est où là-dedans? J'en nomme quelques-unes. Est-ce que votre enfant est plutôt le genre à aimer réparer, construire, manipuler des outils, bouger, travailler dehors, être actif? Ben, vous voyez déjà ce type de personnalité-là va venir avec certains emplois où souvent vont être plus manuels, techniques ou à l'extérieur, comme c'est mentionné. Est-il plutôt quelqu'un qui aime comprendre, analyser, résoudre des énigmes, poser beaucoup de questions sur comment ça marche les choses? Es-tu plus dans la curiosité, dans l'intellectuel, dans la compréhension du fonctionnement? Vous voyez, déjà, je vous ai posé deux séries de questions. Dans le premier cas, vous voyez, on serait avec, par exemple, si je prends certaines professions, dans le premier cas, on serait avec quelqu'un qui a besoin de le faire lui-même, d'être en contact avec les choses, de manipuler, fabriquer, construire. Le deuxième pourrait être plus du type ingénieur, par exemple. Donc, la personne qui aime analyser, faire les plans, concevoir les choses. Est-ce que votre enfant est plutôt de ce qu'on appelle un type artistique, aime écrire, imaginer, dessiner, inventer des idées, chercher des façons originales de s'exprimer? Donc, pas nécessairement un artiste, mais une personne un peu créative. Donc, c'est ça qui la motive le plus dans ses choix. On continue. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui aime aider, écouter, encourager les autres, se sentir utile, avoir un profil plutôt social, sociable, aidant, relation? Et je vous laisse les questions à l'écran, mais ce premier conseil-là, ce qui implique, c'est que parfois, on peut se dire, ça, c'est un bon emploi au sens de conditions de travail, salaire, etc. Oui, mais d'un point de vue strict de personnalité. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, puis on va en parler. Mais d'une façon stricte de personnalité, puis je vous ai parlé que plus forte est la congruence, plus forte est la satisfaction au travail, mais je vous dirais aussi que moindre est la congruence. Autrement dit, quand je vais dans un emploi pour des raisons externes, parce que c'est payant, parce que strictement pour l'argent ou pour être avec mes chums, etc., c'est une chose. Mais sur le moyen et le long terme, si je ne vis pas en congruence, s'il n'y a pas une cohérence entre les deux, ben, je risque de développer de l'insatisfaction au travail. Puis de l'insatisfaction au travail, c'est souvent une cause qui peut mener à de l'épuisement professionnel, qui peut mener à le fait d'être moins performant parce qu'on se donne moins dans quelque chose qui ne nous ressemble pas et qu'on fait juste pour des raisons externes. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième, il y a plus de détails, il vient un petit peu que le premier. Qu'est-ce qui est le plus payant globalement et à long terme? Donc, oui, oui, le salaire, c'est important parce que puis les jeunes vont vous le dire. Puis avec un salaire, on s'achète une voiture. Avec un salaire, on peut espérer s'acheter une maison, accéder à la... C'est important. Mais aussi, la question qui se pose, que vous pourriez poser à votre enfant, c'est que c'est quoi le style de vie qu'il veut? Euh, c'est important, ce style de vie-là. Par exemple, est-ce que votre enfant, vous le voyez comme quelqu'un qui aime beaucoup être en nature, qui aime beaucoup aller à la chasse, qui aime beaucoup aller à la pêche, qui aime faire du 4 roues?
qui aime bouger, ou c'est plus quelqu'un qui aime le côté urbain, socialiser, fréquenter, avoir des discussions avec des personnes, il y a un côté artistique ou peu importe. C'est important de penser au style de vie qu'on veut comme tel, parce que le type d'emploi qu'on va choisir va venir avec un style de vie, par l'argent qu'il procure, mais aussi par les gens avec qui on va travailler, notre monde autour de soi. Donc, quel type d'horaire, de tâches, de conditions de travail je peux physiquement, mais aussi psychologiquement tolérer. J'ai souligné psychologiquement parce que quand on n'est pas avec son monde, quand on n'est pas dans ses tâches, quand on n'est pas dans ce qu'on aime, on va chercher souvent à compenser ailleurs et pas nécessairement toujours de la bonne façon. Mais ça peut être de la bonne façon aussi. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait avoir un côté vendeur fort, sociable, etc., peut travailler dans une usine de jour, dans des tâches manuelles, mais trouver un moyen en dehors de dire je m'implique comme coach de hockey, comme entraîneur, je trouve mon plaisir ailleurs. Mais on passe tellement de temps au travail que c'est important de trouver un environnement où on a plus l'impression que le temps passe vite puis qu'on s'exprime. Donc, qu'est-ce qui est payant? Je vous amène à cette notion-là. Payant, oui, en argent, mais aussi en conditions de travail, en qualité de vie, en loisirs. En famille aussi, on peut penser que 16-17 ans, un enfant ne pense pas à famille. Moi, de mes expériences, il y a des jeunes de 16-17 ans qui savent déjà, dans la vie, là, j'aimerais ça avoir des enfants, j'aimerais ça avoir une maison, la façon que je me représente ça, j'aimerais ça avoir un chalet, qu'on y va à la fin de semaine, etc. J'ai l'air loin de l'orientation, mais ça joue avec l'orientation. Donc, est-ce que je demeure dans ma région? Ou encore, est-ce que je vais devoir aller ailleurs pour mieux revenir plus tard? C'est des questions à se poser. Je nomme des exemples. Votre enfant, par exemple, posez-vous la question, il est-tu plutôt dehors, concret, ou il est plutôt bureau, écran? Tu plus gars, fille d'équipe, de groupe, ou plutôt autonome, solitaire? Quelqu'un de routine d'habitude, ou plutôt qui aime l'imprévu, le changement? Déjà, là, je ne sais pas si vous remarquez, mais pensez à des emplois que vous connaissez, puis posez-vous la question à savoir comment ça fit une personne qui est plutôt ceci ou cela par rapport au type d'emploi en question. C'est ça le lien. Donc, un job payant peut être bon au départ. Parfois, comme adulte, on le sait, hein, il y a des moments dans la vie où on décide pas de tout, puis il y a des moments que quand ça va, c'est plus difficile financièrement, bon, on va se replier là-dessus. Mais sur le long cours, c'est pas une façon de vivre là, constamment. Donc, voilà. Puis, donc, clarifier le style de travail, puis aussi la réalité Côte-Nord aide à choisir en adulte. La réalité Côte-Nord, c'est celle que, puis tu sais, je vais être bien franc avec vous autres. Je ne suis pas en train de promouvoir qu'il faut juste suivre ses intérêts puis faire absence du salaire, etc. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Et je vais vous dire, ça se peut que pour un jeune, quand vient le temps de finir son secondaire, qui va se dire, moi, je vais aller au cégep à Bécomo, je vais aller au cégep à Sept-Îles, parce que là où j'en suis dans ma vie, là, ça serait trop de m'éloigner davantage de ma famille. Ou encore, je vais choisir d'aller faire une formation professionnelle, puis ça me permet de rester en lien avec ma famille, mon monde, et c'est correct comme tel si j'en ai besoin. Par contre, à l'inverse, si le besoin est d'aller ailleurs, ben, c'est à considérer aussi. Fait que vous voyez, il n'y a pas de solution miracle, il y a juste des bonnes réflexions à avoir et l'enfant ne le voit pas toujours, donc vous pouvez être là un petit peu pour accompagner ces réflexions-là. Conseil numéro 3, prendre compte des faits. Là, je vous amène des résultats de recherche. Qu'est-ce qu'on sait, puis par rapport aux parents. Fait que je vous pitch des lignes là-dessus. Là, je vous vois pas, hein. Fait que moi, j'explique les choses, puis j'ai hâte d'avoir vos questions à la fin parce que peut-être que je vous rejoins présentement, peut-être que je ne réponds pas à vos questions, mais dans tous les cas, je vais chercher à y répondre. Les parents, prendre compte des faits. Ce qu'on sait, les parents influencent les aspirations scolaires et professionnelles en valorisant l'éducation et l'utilité des études. Dit autrement,
Les enfants, non seulement vous écoutent, et ils vous écoutent tout au long de votre vie, dans ce que vous dites du travail que de la façon que vous vous comportez. Donc, un enfant qui voit toute sa vie des parents pour qui le travail, c'est une souffrance, que c'est négatif, va avoir tendance à créer un sens du travail de cette façon-là. Mais, ça, mais un parent qui a choisi une job, c'est pas parfait, mais ça l'aide à nourrir, etc. Mais dans la façon qu'il parle à son enfant, il valorise l'importance que cet enfant-là se retrouve, s'identifie, soit bien avec lui-même, elle-même, ben, ça va être un atout. Euh, un encadrement parental régulier, incluant le suivi scolaire, constitue un facteur protecteur majeur contre les décrochages. Donc, il s'agit évidemment, rendu au secondaire, on ne fera pas les devoirs toujours avec elle, avec lui, mais s'y intéresser, s'intéresser à ce qu'il apprend, euh, jouer un certain rôle d'encadrement. La période de l'adolescence, c'est une drôle de période parce que il y a comme une quête d'autonomie, mais en même temps, on apprécie encore que nos parents nous aident à se cadrer. Évidemment, ça dépend des jeunes. Là, je devine qu'il y en a qui se disent, oh, pas mon gars, pas ma fille, mais pour d'autres, peut-être plus. Particularité Côte-Nord, l'éloignement des cégeps réduit les chances de compléter le secondaire. Donc, les distances, une particularité de la Côte-Nord, c'est que les distances peuvent atteindre 850 km selon la MRC. Donc, c'est un enjeu là, à considérer dans les discussions. Le travail étudiant, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Eh bien, ce qu'on sait des études, c'est que travailler plus de 16 heures par semaine au secondaire augmente la fatigue, la détresse et les idées d'abandon. Moi, j'enseigne à l'université, puis je vais vous dire que c'est mieux de travailler 10 heures par semaine que zéro. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui travaille apprend à s'organiser, à se structurer et ça lui permet aussi de bénéficier déjà de vivre le plaisir d'accumuler de l'argent et pouvoir la dépenser dans quelque chose qu'il aime, donc développer un pouvoir d'autonomie. Mais par contre, quand on dépasse 15 ou ici 16, là, ça commence à empêtrer sur les études et c'est plus difficile. Sans diplôme, le taux d'emploi diminue, le chômage augmente et les revenus restent nettement plus faibles. Il faut évidemment nuancer ici que ce n'est pas le niveau d'études qui détermine la qualité de salaire. Le classique, tout le monde va dire, tu sais, un charpentier, menuisier, un gars de construction qui a qui est compagnon, qui a ses cartes, gagne en effet, avec toutes les déductions fiscales qui peuvent venir avec ça, va gagner plus cher souvent que quelqu'un qui pourrait avoir fait un doctorat dans une discipline où il y a peu ou pas d'emploi. Par contre, toutes disciplines confondues, pour de même, on va dire pour de même secteurs d'activité, le fait de poursuivre des études augmente le niveau de compétence et augmente habituellement le salaire. Le décrochage est associé à des problèmes de santé mentale, plus souvent plus de risques d'assistance sociale, d'incarcération et une vie plus courte. Euh, S'associe, là. Là, je ne suis pas en train de dire que si votre enfant décroche de l'école, il va se ramasser en prison. La FGA, qu'on appelle la formation générale aux adultes, mène à un diplôme d'études secondaires, DS, équivalent. Donc, quand votre enfant va aux adultes, si votre enfant, mettons, à un certain moment, le secondaire, c'était lourd, il avait fait le tour, bien, ça peut être une bonne chose, là, d'un fois, de prendre un break, puis de travailler en passant très souvent. Un jeune qui va arrêter le secondaire, va aller travailler. Ce qu'on remarque en formation généreuse adulte, l'enfant va revenir plus motivé, plus au clair. Parce que souvent, quelque chose, ça, je l'avais vu dans une étude que j'avais fait, chez les garçons notamment, les garçons qui décrochent, c'est un petit peu stéréotypé que je vais dire peut-être, mais c'était présent, c'est quand ils rencontrent une femme en début d'entrée dans l'âge adulte, ben souvent, ils vont vouloir être sérieux pour pouvoir construire quelque chose. Donc, à ce moment-là, le sens de se trouver une bonne job, de se former, c'est une étape à devenir un homme puis à jouer un rôle là, de vie. Je vous amène au quatrième conseil, c'est l'avant-dernier. Gardez des portes ouvertes et un peu de réalisme. Je vais peut-être vous ébranler ici ce que je vais dire, mais ça fait bizarre que je vous dise ça comme conseiller d'orientation puis comme personne qui forme là-dedans. Mais 16-17 ans,
c'est souvent biologiquement et développementalement trop tôt pour prendre des décisions éclairées d'orientation à long terme. Ben oui, c'est plate. En fait, biologiquement, on va souvent dire qu'au niveau du lobe frontal, qui est l'endroit où on prend des décisions cognitives, qu'on organise l'information, qu'on gère ses impulsions, etc., ça se développe souvent jusqu'à la mi-vingtaine. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment se fait qu'on demande de choisir à 16 ans? En fait, on demande de choisir à 16 ans parce qu'il y a un système éducatif autour qui attend les jeunes au cégep à 17 ans, puis il y a un marché du travail qui attend les gens. Sauf que si votre enfant a de la difficulté à prendre une décision éclairée, éclairée, là, c'est-à-dire au clair avec qui je suis, ce que j'aime, ce qui est important, ces choses-là, ben, c'est normal. C'est normal. C'est une période de vie où on se cherche, on se construit. Deuxième point, les gens évoluent, les emplois évoluent et les bons matchs évoluent. Les bons matchs, je dis hein, que la personnalité de soi, la personnalité du travail, on essaie de faire matcher ça. Ben, je fais l'analogie de relation de couple, par exemple. Vous pouvez rencontrer quelqu'un à 18 ans, c'est le coup de foudre. Puis des fois, on arrive plus tard, on va dire à 28, 10 ans plus tard, ben, une personne a évolué, l'autre a évolué différemment, ça ne fit plus. Donc, des fois, les gens vont chercher à essayer de rester ensemble, puis ça fait sortir le plus mauvais des deux. Ben, c'est un peu la même affaire de travail, hein. Imaginez, vous êtes plus satisfait dans votre emploi, vous avez fait le tour, vous êtes tanné, puis l'emploi vous voit tanné, pas intéressé, ben, ça fait des frictions. Des fois, il y a pas, c'est pas l'emploi ou vous qui êtes mauvais, là, comme c'est vraiment que vous êtes peut-être dû pour passer à une autre étape, vivre autre chose. Donc, c'est la même chose qu'on vit au niveau de la carrière. Enfin, je vous amène, un choix n'est pas une prison. Ch- ch- euh, chacun a le parcours, il manque un A, désolé, a le parcours dont il a besoin, c'est-à-dire on n'est pas obligé pour avoir une vie réussie d'avoir fait son secondaire, son cégep, l'université, entrer sur le marché du travail, progresser en carrière. C'est pas tout le monde et c'est de plus en plus rare qu'on a des parcours linéaires. Donc, il y a plusieurs cheminements possibles qu'un jeune peut vivre. Puis ça, je vais vous inviter au besoin d'en parler qu'un conseiller, une conseillère d'orientation, ça avait besoin de soutien. Mais par exemple, on peut passer par un DEP, un diplôme d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, aller chercher de l'expérience, se spécialiser et par la suite retourner aux études. Donc, ce n'est pas des one-shots. De plus en plus, et on voit ça déjà, je m'en allais dire on va voir ça, mais on va le voir de plus en plus, mais on le voit déjà. Les gens font des allers-retours et de plus en plus, le marché du travail va nous amener à le faire aussi. Donc, il va y avoir moins en moins de carrières où on entre chez un employeur, on fait 40 ans, puis ensuite on reçoit une montre, puis on s'en va en retraite. C'est de moins en moins le cas. On peut aussi faire des études courtes, travailler, puis faire un retour en formation. Avant-dernier point, une carrière, là, ça se trouve pas, ça se construit. Ça, je suis en train peut-être de défaire une façon de voir les choses, mais souvent, on va dire, je cherche à trouver la carrière qui est bon pour moi, la profession. Comme un peu si on cherchait l'âme sœur. On cherche l'emploi, là, que quand on va le rencontrer, cet emploi-là, là, on n'aura plus de problème, là, il va répondre à tous nos besoins et tout va être parfait. Ben, dans la réalité, oh, j'ai vu un cœur de quelqu'un, ça a résonné. Euh, dans la réalité, ben, on se retrouve toujours à partir de ce qu'on a comme matériaux soi-même. Tu sais, quand je dis ça se construit, c'est comme construire une maison. Donc, c'est quoi que j'ai comme matériau d'intérêt, comme valeur, comme force à ce moment-ci de ma vie? Fait que c'est quoi qui ferait du sens à ce moment-ci que je construis avec ça? Donc, il faut partir de soi pour aller dans le monde et pas attendre que le monde nous éclaire et vienne à soi. Mais vous pouvez toujours attendre l'âme sœur. Il paraît que ça arrive. Enfin, se garder en forme professionnellement. Donc, ça, c'est ce que je disais au début.
l'avenir au niveau de l'emploi, le présent, mais de plus en plus l'avenir de vous, de moi, de vos enfants. Ça va être un monde du travail dans lequel on va évoluer. On se forme, on travaille, on revient se former à certains moments parce qu'il y a des transformations technologiques, il y a des transformations professionnelles, etc. Puis on retourne. Donc, c'est comme si on va passer notre vie à avoir comme un pack-sac. On a des compétences, puis à certains moments, des compétences qu'on va mettre de côté, mais il faut les remplacer par d'autres, puis on continue notre chemin. Le dernier point, puis ça, celui-là, je l'aime, les fameux conseillers d'orientation, les orienteurs, certains appellent les orientateurs. Je me moque un petit peu, mais avec gentillesse, j'en suis un. Je veux juste profiter de cette slide-là pour clarifier le rôle. OK? Un conseiller d'orientation, c'est une personne qui a une maîtrise puis qui s'est formée en relation d'aide appliquée à la carrière. Le deuxième point est important. Malgré ce qu'on pourrait penser, les conseillers d'orientation, ils connaissent pas toutes les formations, ils connaissent pas tous les emplois. Ce à quoi ils sont formés, par contre, c'est à savoir où et comment trouver l'information. Quand je dis qu'ils travaillent en relation d'aide, c'est que leur raisonnement, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout le monde a une histoire qui dit, moi, mon orienteur me dit d'aller là-dedans, il me dit là-dedans. Écoutez, moi, je forme des conseillers d'orientation là, depuis 20 ans et j'ai des collègues qui en forment. Je connais aucun formateur de conseiller d'orientation qui a déjà dit on va orienter les personnes à leur dire quoi faire. Toute la formation est centrée sur le jeune. Il y a en lui des intérêts, des valeurs, des aptitudes, une personnalité. Moi, mon rôle, là, c'est d'échanger avec lui, avec elle, pour l'aider à prendre conscience de qui il est, pour qu'il le ressente fortement et que là, quand il va regarder des emplois, des possibilités, ça va résonner, il va se sentir en pouvoir parce que ça va venir de lui et pas d'un monsieur ou d'une madame qui aurait dit, va donc là-dedans. Ça s'est peut-être fait dans les années 70, 60, je ne sais pas, mais je sais que ça perdure. Quatrième point, les tests. Il n'y a pas un test là qu'on pourrait passer et qui sache dans quoi s'en aller. Un test, une photo à un moment X de la vie. Si on parle des tests d'intérêt, parce qu'il y a toutes sortes de tests, c'est votre enfant va répondre à ça. Ça va lui donner une photographie de ce qu'il a tendance à aimer, mais la vraie job, c'est que faut pogner ces résultats-là, les mettre sur la table, un conseiller d'orientation, votre enfant, puis on regarde ça, puis on cherche à voir qu'est-ce qui fait du sens là-dedans. Qu'est-ce qu'on a le goût qui fasse du sens pour soi là-dedans? J'ai passé vite quelque chose, là, mais le conseiller d'orientation, c'est un expert du processus. Donc, il est formé pour savoir comment on amène quelqu'un à prendre une décision, comment on questionne, comment on reflète des choses, à quel moment on amène des activités pour réfléchir. Mais votre enfant, c'est l'expert du contenu. Le conseiller ne peut pas travailler si votre enfant donne pas de jus, donne pas de quoi pour avoir de la pogne à intervenir, d'amener des éléments d'information. C'est ça qui est difficile, hein, parce que des fois, les ados, jeunes adultes, sont un monosyllabe, là. Tu sais, ouais, non. Fait mais eux autres sont formés à ça. Donc, en somme, les conseillers d'orientation, c'est pas des diseux, c'est pas des trouveux, euh, c'est plus des conseillers, comme ça le dit, puis des éducateurs. Ils sont conscients qu'ils travaillent avec un adolescent, avec ce que j'ai dit plus tôt, là, que l'adolescent se cherche, que c'est pas défini, qu'on va l'aider. Des fois, il va même voir, dire que ce jeune-là, c'est pas trop clair à ce moment-ci, on va jouer safe. Je vais l'amener à faire un choix peut-être pour un DEP, un cégep, un deck. Je ne vais pas choisir pour lui. On va travailler ensemble ça. Et des fois, la meilleure solution à court terme, c'est on va prendre quelque chose qui, pour l'instant, répond, qui est plus général parce que la personne n'est pas encore capable d'être trop spécifique, mais dans le but de cheminer plus tard pour pouvoir le faire. J'arrive dans ma troisième et dernière partie. Là, je deviens, autant à date, je vous ai parlé là, de façon plus technique ou d'orientation, de sens de l'orientation. Là, je vais vous parler d'outils. Mon premier outil, je vous le dis tout de suite, je vais vous donner des petits trucs de relation d'aide. Puis après, je vais vous donner des sites Internet. Ça va être concret, pratique, etc. Donc,
Il vous reste une slide avec moi, là, à être dans l'univers psychologisant des choses. Je vous partage ce qu'on enseigne à l'université quand on forme des psychologues, quand on forme des conseillers d'orientation, des travailleurs sociaux, quand on les forme dans leur métier respectif à aider des gens à trouver du sens, peu importe de quoi il s'agit. La première affaire qu'on leur enseigne, c'est ce qu'on appelle les attitudes relationnelles qui sont reconnues en relation d'aide. Et là, je vous les ai appliquées à votre réalité et vous allez voir dans la façon que les questions sont posées, c'est des invitations à utiliser un peu ce style-là dans votre communication avec un enfant. Donc, le premier outil, c'est un outil de communication. Les 5 attitudes importantes, c'est la présence et l'écoute, l'empathie, l'authenticité, le respect, la spécificité. Qu'est-ce qu'on entend par présence et écoute? On s'imagine que vous adressez à votre enfant, vous l'adapterez à votre style de langage, évidemment. Par exemple, qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment? Euh, est-ce, la deuxième, est-ce que tu veux que je t'écoute ou tu veux aussi des idées? Celle-là est importante. Tu sais, des fois, on va avoir tendance à vouloir donner des solutions, des idées, alors que l'enfant avait commencé à parler de ce qu'il aime, de ce qui l'accroche, ça. Fait que prenons le temps. L'empathie. L'empathie, c'est d'être capable de se mettre dans le monde de l'autre, pas être dans son monde puis pour faire imposer son monde à l'autre, c'est de parler à quelqu'un en essayant de regarder les choses de sa perspective pour mieux interagir avec. Quand tu penses à l'école ou au travail, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi le bout le plus stressant pour toi? Si j'étais dans tes souliers, qu'est-ce que je devrais comprendre? L'authenticité, l'authenticité, ça, il faut faire attention. Des fois, moi, j'ai connu du monde qui disait, moi, en tout cas, on ne pourra pas dire que je dis pas ce que je pense, je suis vrai. Ouais, mais des fois, là, les gens sont vrais, sont directs parce qu'ils ont de la difficulté à gérer leurs émotions et c'est plus facile de dire tout haut ce qu'ils pensent sans prendre de précautions. Être authentique, c'est de communiquer avec authenticité ce qu'on ressent, ce qu'on pense à l'autre, mais tout en le respectant et en étant empathique. Donc, par exemple, je vais être honnête, mon enfant, je m'inquiète, mais je veux t'aider, mais sans te pousser. Donc, comment je devrais faire ou comment je devrais approcher ça avec toi? J'ai peur de mal m'y prendre. Puis, tu sais, c'est vrai comme parent, on est là-dedans, là, tu sais, on veut aider, on veut pas pousser, mais on veut pas être laissé aller non plus. Donc, l'authenticité, c'est d'être franc là-dessus. Le respect. Le respect, c'est de respecter l'autonomie puis l'intégrité de l'autre personne, de respecter le fait que c'est l'autre est en charge de sa décision. Votre adolescent, c'est lui qui est en charge de sa vie. Même si vous aimeriez tant ça lui dire quelle devrait être la voie à suivre. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi, même si c'est pas ce que moi j'aurais choisi? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Pas pour me faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Et enfin, la spécificité, c'est d'être spécifique. Ça, c'est intéressant, c'est de faire attention de ne pas rester dans des propos généraux. Donc, quand on parle de quoi, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Donne-moi un exemple. Quand ça va mieux, là, c'est quoi qui est différent? Tu dis que tu n'aimes pas ça, tu sais pas qu'est-ce que tu aimes, mais quand ça va un peu mieux, ça se passe comment? Y a-tu des choses que tu aimes un peu plus? L'autre, je vais vous donner, je l'aime bien, les échelles de 0 à 10 qu'on connaît surtout à l'hôpital quand l'infirmière au triage nous demande à quel point on a mal de 0 à 10, puis on a tout affaire à dire que c'est 15/10 pour être sûr de passer vite. Mais ici, en relation d'aide, sur une échelle de 0 à 10, c'est qu'on va dire, tu te sens comment? Par exemple, tu te sens combien de confiance en ce moment par rapport à tel programme d'études, par rapport à tel choix ou par rapport à ton orientation? Je vous donne un petit truc là-dessus. Si votre enfant vous dit 6/10, il y a 2 informations intéressantes. D'un côté, qu'est-ce qui fait 6? Et de l'autre côté, c'est quoi le 4 qui manque? Et un truc pour aider quelqu'un à progresser, des fois, c'est que si votre enfant vous dit 6/10, vous pouvez lui demander qu'est-ce que ça prendrait pour te sentir à 7 ou à 8. Ça l'aide à voir un petit peu la réponse va donner une idée des objectifs d'action qu'il pourrait avoir. De l'autre côté, vous pourriez demander, tu t'es mis 6/10, ça on appelle ça donner espoir, valoriser. Tu t'es mis 6/10. Qu'est-ce,
Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas mis 3 ou 4? Et ça, vous voyez, 6 sur 10, ça n'a pas l'air beaucoup, mais quand on l'amène par rapport à 3 ou 4, ça fait réaliser à la personne que, hey, coudonc, je suis quand même à quelque part, je suis quand même rendu, je me suis développé. Fait que voilà. Là, on lâche le côté psychologique. Je vous donne des outils concrets. Je vais vous en donner quelques-uns. Euh, je vais me permettre, au lieu, pour ceux qui voudront parce que je pense, Christophe, le document là, va être disponible, je vais vous amener plus sur mon Internet. Fait que je vais arrêter le diapo. Est-ce qu'on voit toujours mon écran, Christophe? Est-ce qu'on voit que je suis sur ma page? Mets ton micro parce que je t'entends pas. Oui, on voit ton écran. OK, on voit bien que il y a 5 fenêtres d'ouvertes. OK, parfait. Ouais. Fait que le premier site que je veux vous parler, donc après ce soir, là, je suis plus là, vous avez le PowerPoint, vous voulez explorer d'autres choses, qu'est-ce qui est intéressant? Le site Espace Parents, très bon site, encadré par l'Ordre des conseillers, conseillères d'orientation du Québec. Il est construit en plus en type de conseil et d'aide selon le niveau de secondaire où est mon enfant ou s'il est au post-secondaire. Et si je prends par exemple votre enfant sera en cinquième secondaire, bien, on trouve des choses, par exemple, sur le développement identitaire, l'orientation en cinquième secondaire, plein de vidéos, les exigences scolaires, le système de l'éducation. Donc, vous pouvez, comme parent, un peu aller vous former autant des informations que vous formez à des enjeux d'orientation qui peuvent se vivre. Et de un. Deux, Jeune Explo. Donc, jeune explorateur, stage d'un jour. La grande majorité des écoles secondaires au Québec participent à ce programme-là. C'est des occasions pour des jeunes de s'inscrire. Et c'est d'ailleurs la période actuellement là, pour s'inscrire. Donc, si jamais ça pourrait être intéressant, allez-y tout de suite après ce soir. Jeune Explo, c'est des stages d'un jour. Donc, c'est l'occasion d'être mis en contact avec une personne qui exerce un type de métier qu'on aime et de pouvoir aller pendant une journée voir son travail. Et c'est organisé par ce site-là qui est financé là, par un organisme gouvernemental. Et si votre jeune est intéressé à ça, je vous dirais qu'il en parle à sa conseillère, son conseiller d'orientation à l'école, parce que normalement, la plupart des écoles, la plupart des conseils, la plupart, excusez, on va y arriver, la plupart des écoles sont associées à ce programme-là et la plupart des conseillers savent comment procéder. Mais on peut aussi s'inscrire, même si notre école n'est pas attitrée à ça, on peut s'inscrire quand même et être mis en relation. Troisième, Academos. Academos, depuis 1999, c'est un service de mentorat en ligne qui offre à des jeunes de 14 à 30 ans, puis je vais vous donner un petit truc là, mais je ne devrais pas le dire. Si vous avez 32, vous pouvez vous inscrire quand même. On va pas vous demander votre permis de conduire ou vos papiers. Euh, c'est une occasion d'être mis en relation et d'échanger en ligne avec un mentorat. Je vous montre ça un exemple. On va ici se retrouver des mentors. Et là, vous voyez comment je peux faire une recherche par mots-clés, mais mettons, j'en prends un au hasard, là. Je prends le premier. Donc, on peut voir le profil complet de la personne. Là, je ne suis pas inscrit, donc j'aurai normalement plein d'informations. J'aurai le moyen d'entrer en contact avec cette personne-là. Donc, votre enfant s'inscrit. Et, en plus, ce qui est le fun avec Academos, c'est que c'est une application, donc ça peut être sur le cellulaire. Donc on peut chatter avec la personne, on pourrait être mis en contact. Les mentors peuvent proposer qu'on se rencontre par un messenger, un live messenger, etc. Donc tout est possible. Quatrième, euh, le quatrième, c'est, je pense, je vais explore ton futur. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu d'échange qu'un parent et son enfant peuvent avoir, ou des parents avec l'enfant, ou toute la famille est réunie. Et on peut poser des questions pour encourager la discussion sur l'orientation. Comment ça fonctionne? Prenons par exemple, est-ce que votre enfant a aucune idée, quelques idées, ou il est prêt pour un choix de carrière? Prenons l'idée qu'il n'en a aucune idée. Donc, le jeu va proposer, on part avec cette question-là. Donc, au lieu de jouer aux cartes,
où au lieu de jouer à des jeux vidéo, ben, c'est un jeu d'échange où on partage ses visions des choses. Donc, vous voyez, je clique dessus, puis j'arrive à d'autres questions et quels sont les liens entre ces différents métiers. Puis là, on peut cliquer là-dessus. Mon dernier, monemploi.com. Monemploi.com, de l'information sur les formations académiques. Donc, si on veut faire le tour, c'est avec son enfant, on va explorer ce qui existe. On peut le faire. Les métiers et professions. Donc, on peut, là, je vais vite, mettons, je vais dans les communications, je m'intéresse aux relations publiques, j'ai une explication sur le domaine, mais je peux aller voir aussi, par exemple, publicitaire, ça fait quoi, c'est quoi les programmes de formation qui sont reliés. Et il y a aussi un outil pour me connaître, et là, vous allez en trouver des petits tests que vous pouvez utiliser, mais en tant que conseiller d'orientation, je vais tout de suite vous dire, ces outils-là, c'est des outils pour explorer, mais ne les utilisez pas pour prendre des décisions. Un test n'est pas une finalité de choix, c'est une étape dans un processus et il vaut toujours mieux au besoin être accompagné d'une personne professionnelle qui sait quoi faire avec ça dans tout le respect là, d'accompagnement de votre enfant. Fait que voilà, euh, je reviens à mon PowerPoint. Une seconde. Et je serais rendu à mon gros merci de votre temps, de votre écoute. Puis là, ça serait le temps. Je vais arrêter le partage, puis je suis disponible avec vous pour des questions si vous en avez. Il y a une question des ressources web accessibles pour les métiers du Grand Nord. J'avais mis plus des ressources générales. Pour les métiers du Grand Nord, mon réflexe, je ne l'ai pas par cœur, mais mon réflexe, ça serait d'aller vers le ministère provincial ou fédéral qui est concerné par les populations, par la région du nord du Québec ou encore mais non, c'est ça. Par ces régions-là, je serais pas surpris qu'il y ait une section à l'intérieur de ça qui porte sur des opportunités d'emploi, etc. Ou sinon, d'aller sur le site du Conseil québécois des ressources humaines qui divise souvent les secteurs d'activité par grand secteur. Et évidemment, le Grand Nord, ben, ça peut être plus souvent les mines, les forêts, etc. Fait que voilà, dernier point, tant qu'à y être là-dessus, les comités sectoriels. Donc, vous tapez sur Google comité sectoriel et là aussi, vous avez plein de secteurs d'emploi avec des présentations. Donc, on peut choisir. Donc, ça ne dira pas Grand Nord tel quel, mais il faut y aller un peu par déduction, là. Tu sais, il y a plus de chances dans le Grand Nord d'avoir beaucoup d'opportunités, particulièrement dans les mines dans les forêts que dans le multimédia, par exemple. Cela fait plaisir. On a beaucoup de commentaires, de remerciements. Puis on a Pauline Baya qui dit rejoindre directement les entreprises en question, peut-être, ouais, juste une suggestion. Ben oui. Puis Sauf que parfois, c'est difficile avec les entreprises parce qu'à moins que sur le site de l'entreprise, il y ait une section vraiment, là, la section emploi, embauche comme telle, là. Puis, mais encore une fois, je vais revenir sur cette question-là avec Pauline. On peut aller avec les entreprises directes si on les connaît, puis des fois, on peut aller par les sources que j'ai nommées pour connaître avoir accès à des répertoires d'entreprises. Oh, ça, c'est une bonne. Chana Maltais, dans mon cas, je fais du mentorat auprès des jeunes étudiants dans le domaine des arts. C'est un peu inquiétant chez les parents qui craignent que leurs enfants veulent s'engager dans ce domaine et qui ne pèsent pas. J'essaie de guider mais les employés vers des programmes ou avenues un peu plus sécuritaires qui leur permettraient quand même d'exprimer leur créativité. Comment je peux faire pour assurer ces parents et tenter de les faire voir comment ils peuvent guider leur enfant vers des programmes créatifs sans nécessairement se braquer à l'idée. Ben, on dirait que je serais porté à dire ce qu'on connaît pas fait peur dans la vie en général.
Donc là, je vous ai parlé de mentorat, je vous ai parlé de rencontrer à un certain moment des personnes professionnelles. Donc, peut-être juste d'être mis en contact et avec, comme parent aussi, se dire, ben, tu sais, pour découvrir ça, puis découvrir les différentes avenues. Mais, tu sais, euh, il y en a des jeunes, les jeunes sont au courant, par exemple, que le domaine artistique, c'est pas comme aller dans d'autres domaines, qu'il y a plein d'emplois, mais parfois, c'est ça qui nous guide à ce moment-là, puis c'est ça le choix qu'on va vouloir faire. Mais maintenant, un même domaine, c'est un petit peu un dimmer, là, tu sais, c'est un continuum. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très, très, très artistique, qui est peut-être plus, je vais me permettre d'utiliser ce terme-là, un peu risqué. Tu sais, comme par exemple, si vous allez comme comédien, ça ne garantit pas si vous faites le conservatoire d'art dramatique que vous allez devenir Rémi Girard. Mais il y a quand même des choses, des fois, qui combinent des choses. On peut être dans le domaine créatif, artistique, travailler en multimédia, on peut travailler dans le design, etc. On peut travailler dans le web. Euh, il y a toute une panoplie de choses. Mais je pense que la question, c'est comment je parle aux parents. Euh, ben, c'est d'inviter à explorer, puis à explorer la possibilité, puis de voir si... Moi, aux parents, je dirais ensuite voir s'il y a possibilité de concilier des choses, mais encore une fois, c'est pas le parent hein, qui fait un choix, c'est l'enfant, donc je mélangerais l'enfant avec ça. Je sais pas si j'ai été clair, si je le suis pas, là, n'hésitez pas, la question était assez longue dans le chat, là, ça se peut que j'ai pas saisi l'essence, là, clairement. Dans le fond, c'est un peu comment on fait valoir des programmes créatifs là au détriment, Ouais, c'est ça. Mhm. ouais, puis tu sais, c'est des enjeux à considérer, mais tu sais, chaque individu étant tellement différent, chaque enfant, chaque adolescent est tellement différent. Ok, on a Amelie qui dit en effet, je seconde Louis pour les arts et vois ce qui est la trame de fond de cet intérêt, besoin de l'enfant. Mhm. Bon, j'ai une alliée. Mhm. Merci pour les belles ressources de Chana Maltais que tu as listées. Ça mènera sûrement à épauler les ados Ouais. et préférer les parents. Ouais, Mhm. puis tu sais, ce soir, là, je vous expose des lignes, là, tu sais, c'est en 1 heure, là, j'ai vraiment pas prétention de dire, je viens de former les parents, puis il n'y en aura plus de problème, là. De toute façon, vous savez quoi? Moi, je suis conseiller d'orientation. J'ai un jeune garçon qui entre dans l'adolescence, puis ça se peut que mon garçon soit avec des gros problèmes d'orientation, même si je suis formé là-dedans. Donc, c'est pas, on n'a pas à le prendre personnel. L'important, c'est d'être là, d'être soutenant, c'est de jouer notre rôle, de notre métier de parent. Ok, Chana Maltais, une autre problématique ici, la peur d'envoyer son enfant à l'extérieur. Ben, ça, c'est lorsqu'il veut suivre un programme d'études qui n'est pas offert ici. On parle de la Côte-Nord. Ouais. Ça vient avec son lot de défis, autant chez les enfants que chez les parents. Ce n'est pas tant une bonne question, c'est un dossier sur lequel on réfléchit. Ouais. Ben oui, effectivement. Puis, je vais vous dire, cette question-là, je l'ai nommée tantôt, là, mais j'insiste là-dessus. Des fois, on peut se dire l'enfant peut se dire, le programme idéal que j'aimerais faire se donne à Québec. Et si on restait dans l'idée que l'orientation, faut vraiment toujours suivre juste nos intérêts, ça serait ça à faire, puis on chercherait à voir comment accompagner l'enfant à aller vers là. Mais regardons-le au plutôt au niveau de la personnalité de l'enfant et là où il est rendu. Parce que des fois, c'est peut-être mieux, par exemple, s'il y avait une technique dans un domaine spécifique. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà vu. Je vais aller avec ça. Art et technologie des médias Jonquière. Il y avait l'élève, il habitait Gatineau, donc Hall, Gatineau, très loin de ça. Ben, il n'était pas prêt à partir de chez eux. Son groupe d'amis, sa famille, c'est important, c'est sécurisant, etc. Ben, il a choisi de faire un programme à ce moment-ci de sciences humaines axé sur communication et multimédia. Donc, ce qui était un petit peu rapproché. Donc,
oui, il y avait un certain deuil de ne pas aller vers le programme qui l'intéresse le plus, mais c'était un gage de plus grande sécurité et possiblement de persévérance aux études, de tenir compte aussi de soi. Donc, il n'y a pas juste les intérêts, il y a la personnalité. C'est la même chose pour un adulte, hein? Tu sais, là, si je vous dis votre emploi idéal est à Montréal, et là, je viens de dire le démon, là, Montréal, euh, quand on est en région, on ne veut pas se rapprocher de ça. C'est des cons oranges qui nous attaquent. Euh, ben, si l'emploi idéal il est là, oui, mais je suis bien sur la Côte-Nord. J'ai ma maison, j'ai mon univers, j'ai mes amis. Fait que, ben, peut-être plus chercher à moyenner entre les deux. C'est la même chose avec les jeunes. En tout cas, merci beaucoup, Louis, d'avoir Ça accepté fait plaisir. aussi de nous fournir cette belle présentation. On a beaucoup appris. Ça nous permet aussi de comprendre que l'orientation est vraiment c'est complexe là. Puis ça nous permet aussi d'avoir du recul par rapport à beaucoup d'idées reçues. C'est de mettre moins de pression sur le jeune aussi. C'est l'indécision là. Moi, j'ai aimé la partie où tu as dit l'indécision, ça fait partie du processus de décision. C'est vraiment quelque chose qui nous aide aussi à souvent c'est avoir du recul par rapport à l'orientation aussi des jeunes. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, merci aux participants, puis je vous souhaite une très belle soirée, puis à bientôt.